3, 2, 1. Dans le dernier épisode, je partageais avec vous l'assemblage spectaculaire du tout premier Starship sur son pas de tir orbital. Mais derrière les belles images, cette aventure réserve encore de nombreuses surprises aux équipes de SpaceX, changement d'architecture, soucis de tuiles thermiques et bien sûr Jeff Bezos qui fait tout pour ralentir le projet HLS. Comme d'habitude, l'actualité était chargée ces 2 dernières semaines et on part tout de suite au Texas pour prendre des nouvelles du Starship. Deux semaines après le test d'assemblage du tout premier Starship, on peine encore à imaginer la taille de la fameuse tour de lancement surnommée Mekazila par Elon Musk, qui culmine aujourd'hui à plus de 140 mètres, soit l'équivalent de la hauteur de la grande pyramide de Gizeh. Depuis le dernier épisode, les premiers échafaudages de la tour ont été retirés et les ouvriers de SpaceX commencent à assembler les tuyaux qui achemineront les ergols jusqu'au second étage de la fusée. Pour rappel, la trentaine de moteurs Raptor du booster Super Heavy seront alimentés par un mélange de méthane liquide, le carburant, et d'oxygène liquide, le comburant. Avec la diffusion des 2 dernières vidéos de la chaîne d'Everyday Astronaut, on est certain que l'élément ici à l'image sera le bras de ravitaillement de la tour de lancement. Cette structure articulée, aussi appelée QD Arm pour Quick Disconnect Arm, sera bientôt installée sur la tour de lancement pour ravitailler le Ship 20 en carburant. Sur ces images, on distingue d'ailleurs les premiers conduits isolés, installés pour distribuer les ergols à température cryogénique, des tubes similaires à ceux déjà installés à la base de la tour de lancement. Sur Twitter, le patron de SpaceX a aussi commenté cette nouvelle animation 3D en précisant que les fameuses baguettes chinoises dont on parlait il y a 2 semaines se déplaceront plus rapidement pour compenser la vitesse verticale du booster. Lors de sa dernière interview, Elon Musk admet lui-même que l'idée semble un peu folle, c'est toujours mieux de transférer un maximum de masse sur les infrastructures au sol, c'est pour ça qu'on a décidé d'enlever les trains d'atterrissage du booster et d'utiliser la tour pour le rattraper en vol. Je sais que ça a l'air complètement fou, il y aura peut-être un peu de casse au début, mais on y arrivera. De nouveau sur Twitter, il précise aussi que le QD Arm sera utilisé pour stabiliser l'immense fusée de 119 mètres de haut lors de l'assemblage des 2 étages du Starship, et ajoute que la tour pourra rattraper le ship en vol comme on le voit sur cette nouvelle animation. Pour réaliser cette manœuvre de haute voltige, le second étage du Starship pourrait être équipé de crochets similaires à ceux déjà aperçus sur le booster B4. Selon Elon, malgré leur petite taille, les 2 crochets peuvent encaisser une très grosse charge, contrairement aux Grid Fins. Avec ce mécanisme aussi audacieux que risqué, SpaceX souhaite alléger au maximum le booster Super Heavy et son second étage, et seules les variantes destinées à se poser sur la Lune et Mars seront équipées de pieds pour atterrir. En transférant un maximum de masse du Starship au pas de tir, le site de lancement, aussi appelé Stage 0, augmente inévitablement en complexité et les ouvriers de Boca Chica ont encore du pain sur la planche pour finir le pas de tir. Plusieurs semaines après son installation sur ces 6 piliers, la table de lancement orbital n'est d'ailleurs toujours pas finie, et les ouvriers se relaient jour et nuit pour finir l'intérieur de la structure circulaire de 370 tonnes. Parmi ses fonctions, le pas de tir en forme de donut géant sert notamment à maintenir les 69 mètres du booster Super Heavy en place grâce à d'immenses pinces métalliques. Sur cette autre photo aérienne, publiée vendredi dernier par RGV Aerial Photography, on distingue de nouveaux éléments qui, selon certains internautes, pourraient faire partie du système de déluge d'eau de la table de lancement orbital. Si l'existence de ce système est confirmée, il devrait permettre d'atténuer le bruit et les vibrations lors de l'allumage de la trentaine de moteurs Raptor du booster Super Heavy, qui pour rappel sera 2 fois plus puissant que la fameuse fusée Saturne V ayant emmené les astronautes d'Apollo sur la Lune.
Contrairement au ship, la partie haute du vaisseau, qui sera alimentée en ergol par la tour de lancement et son fameux QD Arm, le booster Super Heavy sera quant à lui alimenté en carburant grâce aux installations du pas de tir orbital. Il est donc probable que les ouvriers de Boca Chica soient en train d'installer les conduits isolés qui achemineront le carburant cryogénique depuis la ferme à ergol. Sur ce diagramme de Brendan Lewis daté du 17 août, on peut voir que tous les cryoshells ont été assemblés, et au moment où je prépare cet épisode, il ne reste toujours que 2 réservoirs à installer près du site de lancement. Si vous découvrez tout juste cette série, SpaceX construit sur place plusieurs réservoirs appelés GSE pour Ground Support Equipment, qui serviront notamment au stockage du carburant du Starship. Parmi les 8 citernes du site, on peut voir sur ce schéma que 3 réservoirs serviront au stockage d'oxygène liquide, tandis que 2 autres serviront à stocker le méthane liquide. Probablement pour limiter le risque d'une explosion en cascade en cas d'accident, SpaceX a installé les 2 citernes d'azote liquide et le réservoir d'eau au centre de l'installation. D'ailleurs, si la proximité de la ferme à ergol par rapport au pas de tir paraît risquée, SpaceX semble sur le point de prolonger la digue de protection installée pour protéger les réservoirs du puissant souffle des moteurs lors des lancements. Avant de voir le premier Starship décoller de Boca Chica, en plus de la table orbitale, de la ferme à ergol et du fameux QD Arm de Mekazila, SpaceX doit aussi finir la construction du booster B4 et du Ship 20. Pour rappel, lors du vol inaugural, la tour de lancement ne sera probablement pas complète puisqu'aucun des 2 étages ne doit être récupéré, et selon Elon Musk, l'objectif principal est de vérifier le bon fonctionnement du pas de tir et du booster Super Heavy. Le Starship doit décoller de Boca Chica pour tenter de suivre une trajectoire quasi-orbitale de 90 minutes avant d'amérir de l'autre côté du globe, à 100 km au large de l'île hawaïenne de Kauai. Si le Ship 20 atteint l'espace, ce plan de vol devrait permettre à SpaceX de tester une première rentrée atmosphérique sans risquer de mettre en danger des vies en cas de désintégration du second étage. Lors de cette phase particulièrement risquée, la compression et les frottements des molécules d'air forment un plasma extrêmement chaud, comme on peut le voir sur ces images spectaculaires enregistrées depuis la coiffe d'une fusée Super Heavy. Si le prototype survit à cette phase critique, cette caméra, visible ici sur le flanc du Ship 20, pourrait nous offrir une vue mémorable du Starship surfant dans un flot de plasma. Selon Elon Musk, le second étage du Starship devrait utiliser ses ailerons arrière pour maintenir un angle de 60 à 70 degrés pendant la descente, évitant ainsi d'exposer ses moteurs au flux de plasma brûlant. Après avoir évoqué la possibilité d'une mise à feu statique à 9 moteurs Raptor, le Booster 3 vient finalement d'être démantelé, preuve que SpaceX fait tout pour ne pas retarder davantage le premier vol orbital du Starship. Selon Elon Musk, SpaceX doit encore finir les circuits hydrauliques des 2 étages, installer la protection thermique des moteurs du Booster B4 et terminer l'assemblage du bouclier thermique du S20, une étape qui semble donner du fil à retordre aux ouvriers. En effet, pour une raison inconnue, un grand nombre des tuiles installées dans la nuit du 5 au 6 août dernier semblent cassées ou endommagées. Sur ces images, les équipes de la Starbase se relaient sur les nacelles pour inspecter, marquer et remplacer une à une les tuiles défectueuses. Après un court passage sur le site de production, le S20 a finalement rejoint mardi dernier le site de lancement pour être placé sur le pad suborbital B, où il effectuera prochainement les premiers tests de mise sous pression avant de recevoir ses moteurs. En effet, peu après le fit test réalisé le 6 août dernier, l'ensemble des moteurs de B4 et de S20 ont été démontés pour être ensuite renvoyés au centre de McGregor. Dans le même temps, le booster a pris place dans le High Bay où les ouvriers effectuent les dernières finitions. À proximité, un immense simulateur de poussée vient d'être assemblé. Équipé de 20 cylindres hydrauliques, l'installation doit reproduire la force exercée par chaque moteur Raptor au moment du décollage, un moyen de tester l'intégrité structurelle du booster B4 avant de passer aux mises à feu statiques. Comme à son habitude, SpaceX ne perd pas de temps et les choses évoluent à vitesse grand V à la Starbase puisque les ouvriers préparent déjà les fondations d'un nouveau bâtiment d'assemblage.
Et oui, on en parlait dans l'épisode précédent, pour accélérer la production de prochains prototypes, SpaceX construit un nouveau high bay qui devrait faire 2 fois la surface de l'actuel bâtiment. En plus d'agrandir sa chaîne de production, SpaceX optimise la construction de chaque élément du chip, à commencer par le nez du second étage. Sur cette photo du SN15 prise par Jack Beyer, on distingue nettement les différentes sections horizontales qui composent la structure des anciens prototypes. Sur ces images, on peut voir le nouveau design sur lequel les ouvriers travaillent pour les futurs chips, constitué de larges bandes verticales, une architecture qui doit limiter le nombre de pièces tout en facilitant leur assemblage. Toujours pour gagner du temps, Elon Musk précise lors de sa dernière interview que le travail sur la future porte de la version du cargo du Starship est mis en pause. Nous avons arrêté le travail sur la porte de la soute, on doit concentrer tous nos efforts à la mise en orbite du Starship, puis tenter de le ramener sur Terre, et après seulement, on pourra se pencher sur ses portes. À l'heure actuelle, ajouter une ouverture serait simplement une complication inutile. 4, 3, 2, 1, 0. Ignition, lift-off. Pourtant, si Elon Musk affiche sa prudence, SpaceX a déjà déposé un amendement auprès de la FCC, l'agence qui certifie, régule et valide tous les périphériques qui diffusent des ondes au-dessus du territoire américain. Dans ce document, on découvre que l'entreprise souhaite modifier la configuration de son réseau Starlink et utiliser le Starship pour déployer en orbite près de 30 000 satellites entre 340 et 614 km d'altitude. En 2019, la directrice du constructeur spatial, Gwyneth Shotwell, déclarait que le Starship sera capable d'emporter 400 satellites en un seul vol, soit plus de 6 fois la charge utile de l'actuel Falcon 9. En plus d'être plus économique, le futur lanceur lourd de SpaceX pourrait donc grandement accélérer la mise en service de la constellation du multimilliardaire, tout en vérifiant la fiabilité des futures versions habitées. En effet, comme le rappelait Elon Musk en septembre 2020, avant de développer un Starship capable d'accueillir un équipage, on doit tout d'abord s'assurer que le système marche de manière fiable, notamment pour déployer des satellites en orbite. Nous ferons certainement plus d'une centaine de missions cargo avant le premier vol habité du Starship. Malgré le calendrier ambitieux de Musk et la cadence folle des tests à la Starbase, SpaceX ne compte pas brûler les étapes et il faudra donc être patient avant de voir les premiers prototypes habitables sortir des tentes de Boca Chica. En attendant le feu vert des autorités pour son tant attendu premier test orbital, SpaceX ne ralentit pas la cadence et les premiers éléments du Booster 5 et du Ship 21 ont déjà été aperçus sur le site de production. Alors que l'entreprise vend encore son système internet à perte, le succès du Starship pourrait renverser la tendance en accélérant drastiquement la cadence de mise en orbite des très controversés satellites Starlink. D'ailleurs, que pensez-vous du projet de méga constellation de SpaceX? Seriez-vous prêt à l'utiliser à prix égal avec les solutions internet actuelles? Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir notre travail, et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi faire un tour sur la boutique du Journal de l'Espace qui vient tout juste d'ouvrir. Une dernière info avant de se quitter, le Journal de l'Espace recrute, je suis à la recherche d'un rédacteur pour m'aider sur l'écriture des vidéos de la chaîne. Si vous avez une belle plume, vous trouverez plus de détails dans la description de la vidéo. On se retrouve vendredi pour l'actualité spatiale de la semaine, d'ici là portez-vous bien, salut les terriens.